Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui avec nous. Nous avons aujourd'hui le maire de Rosemère, M. Éric Westram. Bonjour, M. Westram. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. Le 18 janvier, allons direct au vif du sujet. À la suite d'un long processus de consultation, vous présentiez le projet préliminaire du plan d'urbanisme de la ville de Rosemère que vous comptez adopter quelque part en 2022. Il faut le préciser une fois qu'il aura été approuvé par les citoyens, par la MRC et par la CNN. Évidemment, la transformation de l'ancien golfe de Rosemère fait partie intégrale de ce plan qui, faut-il le préciser, ne fait pas l'unanimité. Merci d'être avec nous pour en discuter. Bien, écoutez, ça me fait plaisir. Je pense que c'est un sujet là, qui touche de nombreux citoyens. Je pense que l'environnement de plus en plus prend de la place dans les discussions et dans les intérêts de nombreux citoyens. Je pense que la pandémie, elle a accéléré le processus. On s'est rendu compte que confiné, télétravail fait que les gens découvrent de plus en plus l'envie de sortir, d'être à l'extérieur, de prendre l'air. Alors, tous ces grands espaces verts, évidemment, là, suscitent beaucoup d'attention. Et je vous dirais, moi, que, bon, comme élu, on prend en considération toutes ces opinions, toutes ces discussions. C'est important pour nous. On est les représentants de la population et on ne peut pas faire abstraction là, de l'intérêt de certains. Voilà. Dans la centaine de pages que compte ce projet préliminaire de plan d'urbanisme, il y est notamment indiqué que la Ville compte conserver 50 % de ce terrain de quelques 30 hectares pour en développer l'autre moitié. Ça fait longtemps que c'est ce que vous affirmez d'ailleurs. Or, après avoir analysé ce projet de plan d'urbanisme, il y a des citoyens, membres, pour les nommer, du regroupement Rosemère Vert, bien qu'ils reconnaissent que le rapport contient des propositions intéressantes, je les cite, intéressantes sur le plan environnemental, ils dénoncent, disent-ils, les orientations et le manque de transparence de la Ville dans le dossier du développement de l'ancien golfe. Que leur répondez-vous? En fait, ce que je dirais, là, moi, c'est que j'ai toujours accueilli, moi, favorablement, du reste, c'est mon style de maire, je pense, d'avoir une bonne oreille, une bonne écoute. J'ai toujours accueilli favorablement, moi, ce groupe, ces gens. Du reste, à plusieurs reprises, quand ils m'ont demandé de m'asseoir avec eux, je l'ai fait. Je réponds à tous leurs courriels dans la mesure du possible. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même eu 3 ans de consultation publique. On a invité tous les citoyens à participer. On ne peut pas sous-estimer le travail que ces gens-là ont fait. Ils se sont déplacés, ils ont pris du temps dans leurs horaires occupés pour venir partager avec nous non seulement le sujet du golfe, mais le sujet du plan d'urbanisme, évidemment, là, qui inclut là, tout le côté urbanistique de la ville de Rosemère. Dans mon programme électoral, pour ceux qui l'ont gardé, et ça me fera plaisir un jour de le ressortir pour le ressouligner. Bientôt d'ailleurs, vous allez pouvoir en sortir un jour. Il est bel et bien indiqué que l'intention qu'on avait comme conseil municipal, si on était élu, était d'en préserver le maximum possible. Ouais. Le maximum possible, c'est le maximum possible. On n'a jamais chiffré, parce qu'évidemment, il fallait considérer un paquet de facteurs. Nous, comme conseil municipal, l'environnement, c'est important, mais il y a aussi d'autres sphères, il y a d'autres segments dans nos responsabilités, tout le côté socio-économique, démographique. Et il faut qu'on considère tout ça dans l'intérêt des Rosemérois, pas juste dans l'intérêt de certains qui auraient des opinions qui leur appartiennent. Ce terrain-là est un terrain privé, un terrain que beaucoup de gens se sont permis de s'accaparer, comme si c'était le leur. Quand on voit des enfants dire, par exemple, qu'ils aimeraient garder ce terrain-là pour aller pique-niquer. Quand on voit des personnes âgées qui disent, pour mon chien, ce serait un bel endroit et tout ça, ce que les gens oublient, c'est que ce terrain-là était un terrain privé. Il a toujours été privé. La Ville n'a jamais été propriétaire de ce terrain-là. C'était des actionnaires qui, pendant de nombreuses années, jouaient au golf, 6 mois, 7 mois par année. Beaucoup de ces gens-là n'étaient même pas rosemérois, qu'on s'entende. Et l'hiver, on avait une opportunité, parce qu'on payait un certain montant, là, pour aller pratiquer du ski. Ces gens-là ont vendu. Ils ont vendu 18 millions de terrains et ils ont été s'établir dans une ville voisine. Alors, ce que les gens doivent comprendre, évidemment, là, c'est que moi, les gens ne peuvent pas arriver chez moi, terrain privé, profiter de mon environnement, de ma propriété, sans y être invité. Alors, ce qu'il faut comprendre, puis c'est un élément essentiel que peut-être le groupe dont vous pensiez le nom tout à l'heure oublie de mentionner, c'est que c'est un terrain qui est privé. Oui. Alors,
quand on parle de transparence, c'est un mot qui malheureusement est utilisé souvent en politique, où on accuse les élus de ne pas être transparents et ainsi de suite. Alors, dans tout souci de transparence, et on l'a fait depuis le début, nos séances de consultation, on a même été jusqu'à distribuer un pamphlet porte-à-porte dans lequel on expliquait la direction qu'on voulait prendre. On voulait que les citoyens en fassent partie. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais on annonce qu'on va avoir une séance publique d'information sur la vision urbanistique, qui évidemment inclut l'ancien terrain de golf. Et ça va avoir lieu très prochainement, ça va avoir lieu cet hiver. La date va bientôt être publiée et on va également vous mentionner quel mécanisme d'inscription on va utiliser et on va avoir un panel de gens là, qui sera prêt à répondre à toutes ces questions-là. Je pense qu'il est grand temps que les gens soient informés de l'historique de ce dossier-là, d'où on est rendu aujourd'hui et où on s'en va. Parce que la désinformation, souvent, est un outil là où les gens prennent pour acquis ce qu'ils entendent sans avoir été totalement informés. Alors, je pense que c'est notre rôle en toute transparence d'amener les gens à avoir accès à toutes ces informations-là. Vous le mentionniez plus tôt, c'est un long processus de consultation qui a mené à déposer ce projet de plan d'urbanisme. Du côté de Rosemère-Vert, ce qu'on dit, c'est que, je l'ai dit au départ, le golf fait partie de ce plan d'urbanisme, mais de leur côté, ils disent que c'est un projet qui a été noyé parmi 43 pistes de solutions. Vous leur répondez quoi à ça? Ben, en fait, on a tout fait pour amener les gens à la table et aux différentes dates de consultation. On en a quand même une douzaine sur la période de 3 ans. On a tout fait pour amener les gens à participer activement à ce sujet-là. Nous, on est fiers de notre démarche. Je veux dire, les différents niveaux de gouvernement nous ont félicités pour avoir tenu ces séances de consultation. Il y a même des villes ailleurs au Québec qui prennent dans un dossier de golf qui ressemble un peu au nôtre, qui prennent la même approche de consultation publique. Du reste, les gens de Rosemère-Vert l'ont même souligné à un moment donné, comme quoi à Rosemère, il y avait des consultations publiques. Alors, en quelque part, il faut faire la part des choses. On peut pas nous féliciter d'un côté, puis nous dire de l'autre côté qu'on n'est pas transparent et qu'on ne fait pas les choses correctement. Alors, on a fait affaire avec un organisme à but non lucratif, spécialisé dans les consultations publiques sur l'urbanisme et tout ça, parce qu'on voulait que ce soit une compagnie totalement déconnectée, qui n'avait aucun lien avec la ville, pour avoir une démarche totalement transparente. Et dans la phase 3 de la démarche qui s'est tenue en février 2020, c'est là qu'on a distribué évidemment tous les pamphlets dont je vous parlais précédemment, en préparation des séances du 19 et du 22 février 2020. Et il y a eu 400 citoyens qui sont venus s'exprimer les 19 et 22 février. C'est quand même pas rien, là. Petite ville comme la nôtre, 400 personnes qui se déplacent, c'est quand même important. Mais à ce sujet-là, les opposants au projet, ils questionnent la question, justement, en disant que la question disait, est-ce que vous seriez d'accord à conserver un minimum de 50% du site? Et que, évidemment, il y a plusieurs gens qui ont dit oui, on est d'accord à protéger un minimum de 50% du site, mais selon eux, il y a plusieurs qui voulaient protéger 100% du site. Vous répondez quoi? Ben, en fait, c'est certain que dans tous les gens qui se sont exprimés, il y en avait aux extrémités, aux antipodes. Il y en avait qui voulaient 100% de préservation, puis il y en avait qui voulaient 0% de préservation. Alors, je pense que le 50% est un bon compromis. Je pense que à pouvoir éventuellement, parce que bon, on parle d'un projet de plan d'urbanisme, il n'y a rien encore de réglementé, il n'y a rien vraiment de déposé et accepté, parce qu'évidemment, il faut qu'on parle aux instances supralocales, évidemment, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la CMM, la MRC. Donc, il faut comprendre là, que 50% d'un parc aménagé qui profiterait à nos citoyens et peut-être à des citoyens, évidemment, d'ailleurs, 12 mois par année, on pourrait l'utiliser, versus un ancien terrain de golf qui, pour l'instant, est totalement abandonné. Vous allez avoir la nature qui va reprendre rapidement sa place, aussi bien au niveau de la faune que de la flore, qui va nous amener d'autres inconvénients. Les gens qui sont limitrophes au terrain vont s'apercevoir que s'ils n'aiment pas les écureuils par les temps qui courent, ils vont aimer encore moins les ratons laveurs puis les moufettes, et puis les plantes indigènes qui vont changer complètement le côté du terrain, et on n'y aura pas accès parce que c'est pas à nous. Alors, la journée où on pourra vraiment avoir un 50% parc, où les citoyens pourront en profiter 12 mois par année, versus ce que c'est aujourd'hui, mais je pense que c'est un excellent compromis. Et les citoyens, de toute façon, auront à se prononcer
éventuellement sur ce qui va se passer. Pour l'instant, on dépose un projet d'urbanisme. On va avoir la séance d'information dont je vous parlais tout à l'heure. Et par la suite, évidemment, là, la loi exige qu'un projet, qu'un plan d'urbanisme, pas un projet, qu'un plan d'urbanisme, c'est la population dans son entièreté qui va être appelée à se prononcer. Si par la suite, il y a un projet qui nous est déposé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On n'a aucun projet sur la table. Malgré ce que certaines personnes veulent prétendre, il n'y a pas de projet sur la table. Il n'y a même pas de discussion avec les propriétaires du terrain. La journée où il y a un projet qui vient se marier favorablement avec le plan d'urbanisme, ce sont les zones contiguës qui, selon la loi, vont être appelées à se prononcer. Ça veut dire que si j'ai un projet sur l'ancien terrain de golf, les zones contiguës, c'est les gens qui sont sur le fairway en arrière. Donc, c'est les gens qui sont collés dessus qui vont avoir à approuver ou désapprouver du projet. Alors, je pense que les citoyens auront l'opportunité, comme ils l'ont eu déjà depuis le début du processus, c'est eux qui vont en décider. C'est pas le conseil municipal, c'est pas moi comme maire. Et c'est important que les gens le réalisent. Du reste, la séance d'information va revenir confirmer tout le processus potentiel à venir. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pétition qui circule, il y a déjà 6800 personnes qui l'ont signée. Il semble que vous n'en tenez pas compte, ou qu'en est-il? Il faut faire la part des choses avec la pétition. Il y a beaucoup de gens qui ont signé cette pétition-là qui ne sont pas des Rosemerois. On les respecte. Moi, je suis le maire de la ville de Rosemère. Moi, avec mon équipe de conseillers municipaux, on vaque au désir d'une population, aux besoins d'une population, et cette population, ce sont des Rosemerois. C'est eux qui vont se prononcer lors du prochain scrutin, à savoir s'ils endossent la confiance de leurs élus ou non. Alors, je pourrais vous dire, puis je vous l'ai mentionné hors onde tout à l'heure, j'ai même des membres de ma famille qui ont signé la pétition, parce que c'est sûr que quand on dit Rosemère vert, ça vient chercher les gens dans des valeurs environnementales et on doit respecter ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, la désinformation amène souvent les gens à signer une pétition. Par solidarité aussi, on signe une pétition. Rappelons-nous la pétition qui avait été signée par les pompiers lors de la fermeture de la caserne il y a quelques années. Bon, alors, j'en tiens compte. Oui, absolument, j'en tiens compte. Mais j'en tiens compte aussi de façon rationnelle, de façon où je suis capable d'analyser qui les a signés. Il y a 920 Rosemerois qui Oui, c'est ce qu'ils prétendent. Ouais. Puis bon, je les crois, j'ai pas de problème à les croire. Mais sur ces 920-là, il y en a combien qui sont réellement informés, qui savent vraiment exactement l'historique puis où on en est rendu. Vous savez, signer une pétition, c'est un petit peu comme un sondage. On reçoit des sondages téléphoniques, les gens nous demandent, on nous pose des questions, elles vont en faveur de ci, en faveur de ça. Le sondage donne un résultat X, puis arrive la journée d'un scrutin, par exemple, ou d'une élection, puis on se rend compte que le sondage était totalement à côté de la traque. Excusez-moi le terme anglophone, mais... Alors, oui, ces gens-là pensent peut-être qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les prend pas en considération. Moi, j'ai toujours accueilli favorablement une discussion, un débat. Mais il faut comprendre aussi que une fois la séance d'information faite, une fois que les gens auront été, parce qu'on ouvre également une page web sur notre site de la ville, sur laquelle c'est marqué Golf, vous allez cliquer sur Golf et toutes les informations, toutes les questions que vous aurez à poser en regardant vers l'avenir, vous pourrez les poser. Et on vous y répondra. Donc, une fois que les gens vont être informés, moi, je pense que les gens vont être capables de faire la part des choses. La journée où on va dire combien de leurs taxes ça pourrait leur coûter, l'acquisition, l'entretien, l'aménagement, là, les gens vont faire face à une autre sorte de réalité. Le terrain n'est pas à vendre. Pour l'instant, là, le seul outil qu'on aura, puis on l'a déjà mentionné par le passé, c'est l'expropriation. On a sorti du reste un chiffre qui vient d'un évaluateur agréé reconnu. Rappelez-nous donc ce chiffre-là. C'est 126 millions. L'argent. 126 millions de dollars pour une communauté de 14 000 personnes. On s'entend-tu? C'est 5 000 résidences. Là. Alors, faites le calcul rapide, vous allez vous apercevoir que j'ai rien contre l'environnement. Mais je ne veux pas doubler ma dette. Je ne veux pas non plus forcer les gens à investir de façon massive. Je pense que le 50% qui a été mis sur la table, qui a été expliqué aux propriétaires, un 50% qui nous serait donné gratuitement, donc on aurait juste à l'aménager et à l'entretenir. C'est déjà des frais, mais c'est déjà mieux que d'avoir à l'acquérir. Et en échange, un développement sur l'autre 50%. Du reste, dans l'autre 50%, il y a déjà un 10% qui est dézoné depuis 2016, où on pourrait accueillir de la construction, exactement, le long du bar Labelle. Et donc, cet autre 50%,
qui serait développé selon des critères extrêmement rigoureux. À Rosemère, on ne développe pas n'importe quoi. Là. C'est pas pour rien qu'on gagne des concours internationaux. Là. On est une ville là, qui est reconnue pour ses aménagements et tout ça. On ne construira pas des tours de 14 étages. Là. C'est pas l'idée. On a un besoin pour des jeunes familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer une valeur moyenne à Rosemère de 500 000 $ l'unité. On a une population qui vieillit. Donc, on a des besoins pour des logements de gens qui arrivent à un stage dans leur vie où la grosse maison avec le gros terrain, ils sont plus capables. Puis ils n'ont pas envie de s'exiler, ils ont envie de rester chez eux. Fait que là, on a une responsabilité, et moi, je me suis engagé comme maire depuis le début, de trouver à ces gens-là un espace de vie où ils pourront continuer à vivre chez eux. Et ça prend des espaces, ça prend des endroits où ces gens-là pourront éviter d'aller dans les villes voisines. Déjà, vendre la maison familiale dans laquelle on a 40 ans, 50, 60 ans d'histoire puis de souvenirs, d'avoir à s'exiler, c'est trop. Alors, je pense, moi, que même les environnementalistes pourraient comprendre ces bonnes intentions. Malheureusement, ça propose des revenus intéressants aussi pour la ville de Rosemère. Oui, mais je vous dirais que les revenus, c'est vraiment le dernier point à considérer. On n'a même pas fait l'analyse des revenus que ça pourrait nous rapporter. On sait qu'au niveau des infrastructures, parce qu'on parle de dépenses potentielles, parce que le développement, ça amène certaines dépenses, et il y a des gens dans le groupe que vous mentionniez qui l'ont souligné. Nous, on a fait faire des études. À savoir si notre capacité à fournir de l'eau potable et à gérer des eaux usées, si ça nécessiterait des investissements majeurs au niveau de nos usines. On a la confirmation là, qu'on peut accepter des développements sans aucun problème, sans nécessiter des investissements majeurs. Alors oui, il y aurait des revenus qui s'y rattachent, mais la priorité, c'est pas vraiment ça. C'est sauver le maximum d'espace vert, oui, de l'aménager en parc disponible à l'entièreté de la population 12 mois par année, d'arriver à des constructions des mini-maisons, des maisons plus abordables pour des jeunes familles qui pourraient se bâtir une équité et ensuite se retrouver à s'acheter leur maison de rêve peut-être qui coûterait un peu plus cher. Et évidemment, les aménagements là, pour nos personnes du troisième âge. Et là, vous parliez des propriétaires. Le site a toujours été un site de prédilection pour le ski de fond jusqu'à cet hiver. Les citoyens n'y ont pas accès, on l'a appris ça au début de l'hiver. D'un côté, on entend la ville qui dit qu'ils n'ont pas eu l'autorisation des propriétaires, et de l'autre, les propriétaires, ils semblent, jusqu'à tout récemment, jeter le blâme sur la ville. Comment départager le vrai du faux dans ce dossier-là? C'est très facile. En fait, au mois d'octobre, comme on le faisait depuis des années, mon directeur des sports, loisirs, services communautaires a appelé les propriétaires et leur a dit, on reconduit-tu l'entente qu'on avait déjà reconduit avec eux l'année précédente, alors qu'ils étaient les nouveaux propriétaires. L'entente, ça ressemble à quoi, là? L'entente, on parlait de 15 000 $. Okay. Donc, c'est un loyer, un bail de 10 000 $ pour l'utilisation du terrain et un 5 000 $ pour tracer les pistes. Qui était de façon, je vous dirais, un peu ordinaire, mais qui était quand même qui facilitait la possibilité d'aller faire du ski de fond. Donc, au mois d'octobre, fin octobre, M. Claude Guérin, notre directeur, appelle les propriétaires et il se fait dire OK, on te revient. Une semaine après, début du mois de novembre, on reçoit une lettre. Une grosse lettre. Une lettre qui expliquait tout en fait, l'historique de pourquoi il avait acheté le terrain, patati, patata. Les propriétaires. Oui, les deux propriétaires, tout à fait. Et à la fin de la lettre, il est clairement indiqué qu'ils ne réouvriront pas l'accès au parc à moins de s'asseoir avec nous pour un développement sur l'entièreté du terrain. Et nous, quand on a lu ça, on a dit, mais ça, c'est du chantage. Et nous, on ne cédera pas au chantage. On veut négocier de bonne foi. On veut négocier selon ce que le projet de plan d'urbanisme mentionne, le fameux 50% donné en échange de. Mais on n'ira pas, et l'expression que j'utilise, on n'ira pas par le chantage se payer une passe de ski. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font du ski quand même. Là, vous les envoyez au parc du Domaine Vert. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout de suite, comme administration responsable, reconnaissant le besoin qu'on avait de faire des activités extérieures, on a dit, pourquoi pas le parc du Domaine Vert? Et on a entrepris des négociations avec le parc du Domaine Vert qui, pour 5 000 $ de plus, juste 5 000 $ de plus, offre à notre communauté roseméroise la gratuité. Alors, quand on compare les deux, oui, c'est vrai qu'il faut prendre la voiture pour aller au parc du Domaine Vert. C'est vrai. Mais moi, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai découvert des pistes extrêmement bien entretenues. Le lendemain d'une pluie verglaçante ou d'une tempête de neige, on peut aller faire du ski. Il y a un accès pour faire du patinage. Il y a une butte pour glisser. Il y a même une boutique où on peut se louer via l'Internet de l'équipement. Le stationnement. Il n'y avait pas à Rosemère. Ben non. À Rosemère, tu prenais tes skis. Soit, comme moi, quand j'habitais une douzaine d'années sur l'arrière du terrain, je passais ma clôture, je mettais mes skis, puis j'y allais. Ou on y allait par le stationnement. Puis bon,
Bien, on ne compare pas des pommes avec des pommes, on s'entend, là. Alors, je pense, moi, que le parc du Domaine vert nous permet des activités de fat bike, de ski de fond, de patinage. Alors, et je pense, moi, que quand on regarde la réaction des citoyens rosemérois là, sur les médias sociaux, c'est un grand, grand succès. Cette décision-là là, est acceptée par une grande, grande majorité des gens. Mais je peux comprendre ceux qui habitent limitrophes au terrain de golf, qui d'un seul coup se font dire, parce qu'il y a une grosse pancarte dans le stationnement du terrain dans lequel vous n'avez pas accès, c'est vrai que pour ces gens-là, c'est peut-être frustrant. Mais ils y vont quand même. Moi, en passant sur la 640, je les vois, les traces de ski de fond. Alors, les gens, ils vont quand même, encore une fois, comme si c'était leur terrain. Il y aura peut-être un jour où les propriétaires vont décider d'avoir un gardien, puis de dire, vous rentrez pas là. Alors, encore une fois, là, les environnementalistes qui disent, vous allez nous priver d'un espace, bien, c'est pas nous qui vous en privons. Les propriétaires ont pris la décision que c'était chez eux. C'est leur droit. Et ça pourrait durer comme ça pendant des années. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. En terminant, M. Westram, rappelez-nous donc les prochaines étapes, parce qu'il n'est pas adopté ce plan-là. Là. Puis il pourrait encore être modifié. En fait, ce que je dirais, là, c'est que les prochaines étapes, c'est d'aller rencontrer les instances supralocales qu'on appelle donc la CMM et la MRC. La MRC doit revoir son plan d'aménagement pour accueillir notre plan à nous. Parce que le plan à nous, c'est pas juste le golf. On a toujours mentionné qu'on voulait prioriser le redéveloppement d'espaces déjà développés. Alors, on a les centres d'achat Rosemère, on en a un super gros du reste, hein, Place Rosemère, qui vit des difficultés. Je pense que la pandémie a accéléré le processus d'achat en ligne, ce qui fait que la vente au détail souffre. Oui. Alors, ces gens-là nous ont déjà approchés pour inclure des résidences à même le centre d'achat. Alors, nous, on va prioriser ce genre de possibilités-là. On a les fameux 4 coins. On avait anciennement l'ancien buffet Foulam, qui est fameux depuis des années, où il y a la Banque de Montréal, il y a Jean Coutu, puis il y a un gymnase. Ça, on prioriserait aussi un projet à cet endroit-là, parce que ça revitaliserait un centre d'achat qui, lui aussi, souffre. Alors, mais pour ça, il faut changer des zonages potentiellement. Alors d'abord, il faut que le plan d'urbanisme soit accepté. Ensuite, ça amènerait possiblement des changements de zonage où, encore une fois, là, les gens limitrophes, dans les zones contiguës, auront à se prononcer. Pourquoi la CMM? Ben, c'est clair que sur le terrain de golf, comme il est là aujourd'hui, s'il y avait un changement de zonage pour l'entièreté du terrain, on parlerait de 20 ou 30 logements à l'hectare selon ce qui serait permis. Ce qu'on se dit, c'est que si nous, on veut absolument avoir 50% d'espace vert, est-ce que le propriétaire, lui, pour l'autre 50%, va vouloir doubler la superficie à l'hectare pour avoir ce qu'il voulait dès le départ? Alors, c'est pour ça que la CMM est importante. On veut que la CMM dise non, ça va rester le même 20 logements à l'hectare, même si c'est juste sur 40 ou 50%. Puis en terminant, on attend également on a demandé une étude environnementale sur le terrain. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est environnemental. En fait, c'est un espace vert qui a été bourré de pesticides pendant des années. Il y a une belle rangée d'arbres, oui. Et il y a des zones aux extrêmes qu'on sait déjà qui sont des zones humides qui sont protégées. Bien, on veut savoir, nous, de firmes spécialisées, y a-t-il vraiment d'autres endroits que nous, on ne connaît pas, qui seraient à protéger? Je ne présumerai pas de la réponse. Et c'est certain que s'il y a des zones à protéger, bien, on les protégera. Ça sera partie de l'équation. Je vous remercie, M. Westram. Je vais vous réinviter pour me parler des résidences à Place Rosemère. Là, ça m'a titillé. Quand vous voudrez, M. Assel, ça fera plaisir. Merci d'avoir été si ouvert à notre conversation. Merci à vous.